Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le président de l'Alliance et président de la région Casa-Stad, Monsieur le président d'honneur de l'Alliance, Monsieur Antonio Lopez, qui est le secrétaire général de l'Internationale démocratique du Centre, qui regroupe des dizaines de partis d'Europe, bien sûr avec le Parti populaire européen, dont il est également parlementaire, mais qui regroupe aussi les partis d'Afrique, les partis d'Asie et les partis d'Amérique latine, et qui regroupe tous les partis qui partagent les valeurs en fait du centre et du centre droit. Et en même temps, Monsieur Antonio Lopez, qui est un grand ami, et il a été pendant 20 ans secrétaire général du Parti populaire européen, et en même temps, je dirais, il a toujours été d'un grand soutien en fait pour la vision que nous partageons tous pour une Euro-Méditerranée prospère et un véritable soutien également aux causes que nous défendons et un véritable appui au Parti Istiqlal, puisque nous avons signé dès 2010 un accord de partenariat avec le Parti populaire européen et nous avons adhéré à l'Internationale démocratique du Centre dès 2004. Et c'est ce qui fait que cette relation est forte et on est très heureux de pouvoir poursuivre dans ce cadre-là. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Madame la Ministre, Messieurs les ministres, Messieurs les membres du comité et Madame les membres du comité exécutif du Parti Istiqlal, les Messieurs et Madame les députés, Messieurs également les élus et Madame les élus également, et évidemment tous les membres de l'Alliance de l'Alliance des économistes istiqlaliens, sans parler bien sûr de tous nos amis de la presse ici présents. Et je voudrais, si vous permettez, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous dire que je voulais tout d'abord vous remercier les membres de l'Alliance. Il y a quel monde qui... Pardon, le micro. Voilà, tournez de l'autre côté. Donc, les membres de l'Alliance, je voudrais les remercier d'être présents ici parmi nous, mais aussi d'avoir joué un rôle très important pendant la campagne électorale en travaillant et en appuyant le Parti Istiqlal pour l'élaboration de son programme, pour l'élaboration également de notre proposition pour le nouveau modèle de développement. Et je suis sûr que beaucoup de gens ici présents sont heureux de retrouver, je dirais, beaucoup des mesures et en même temps des propositions qui avaient été faites dans le cadre du programme électoral, les retrouver dans le cadre du programme gouvernemental que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et encore une fois, merci. Je voudrais, si vous permettez, pour aborder le sujet, vous dire que, évidemment, en arrivant au gouvernement, nous avons été affrontés à un certain nombre de chocs. Le choc, évidemment, qui avait démarré, qui s'est poursuivi, qui est la crise sanitaire. Le choc climatique avec une sécheresse aiguë, c'est la pire sécheresse qu'a connue le Maroc depuis l'indépendance. Et sans parler, bien sûr, du choc lié à la guerre en Ukraine et également à ses répercussions donc, au niveau mondial. Il faut dire, sans parler, bien sûr, et ça a été rappelé par mon ami Antonio Lopez, sans parler de la reconfiguration qui est en cours. Et on a des éminents spécialistes parmi nous aujourd'hui du nouvel ordre mondial. Et on est en pleine recomposition finalement donc, du monde et qui rendent les choses encore plus complexes pour pouvoir donc se positionner et prendre sa place et la place qu'on mérite dans le cadre de ce nouvel ordre mondial. Tout ça fait qu'aujourd'hui, en fait, évidemment, la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine nous a particulièrement affectés à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la flambée des prix de première nécessité, notamment les prix des produits pétroliers et également les prix des céréales. Et vous savez que le Maroc est importateur, surtout cette année où nous avons eu une sécheresse particulièrement importante, avec une crise alimentaire qui se profile à l'horizon et qui aussi a des impacts énormes sur un certain nombre de pays.
Il se trouve que notre pays a eu la chance en fait d'avoir une diversification de nos sources de production et de nos sources d'importation, et que je dirais l'Ukraine et la Russie ne représentaient que 25% finalement de nos importations, donc ce qui nous a permis de subir un peu moins ce choc, mais il n'en demeure pas moins que le choc est là puisque les prix ont explosé au niveau mondial. Et puis, bien sûr, le risque de ralentissement économique mondial qui commence à se faire valoir avec une baisse et une récession aujourd'hui dont on parle, qui va nécessairement affecter la demande internationale adressée à notre pays et auquel également il faudra faire face. Et nous avons considéré que pour pouvoir véritablement répondre, et c'est l'objet de mon propos aujourd'hui, nous allons fêter bientôt 1 an donc, au gouvernement, et il est important d'être dans une logique de reddition des comptes et d'expliquer qu'est-ce que nous avons fait pour faire face à ces effets, je dirais, négatifs et à ces enjeux majeurs que nous avons au niveau international. Et nous avons considéré qu'il était essentiel pour faire face en fait à cette crise et pour saisir aussi les opportunités qui se présentent grâce à cette crise, d'agir sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la stabilité et de la résilience, parce que nous considérons et nous avons considéré qu'il était essentiel de soutenir la demande et de répondre en fait aux différentes urgences liées à la crise hydrique, liées également à la crise alimentaire, pour pouvoir, je dirais, donc maintenir et stabiliser et renforcer en fait la stabilité du pays. Deuxième axe sur lequel nous avons agi, c'est l'équité et la solidarité qui étaient inscrites dans le cadre de notre programme électoral et dans le programme gouvernemental à travers ce qu'on a appelé l'État social et le renforcement de l'État social, en fait, c'est l'État-providence, en renforçant en fait la protection sociale et en veillant à une meilleure réduction en fait des disparités territoriales. Et le troisième axe sur lequel nous avons agi, et là, si vous permettez, je voudrais qu'on explique et que j'expliquerai ensuite le concept, c'est en fait agir dans le sens de renforcer notre souveraineté nationale, et de l'élargir également dans une logique de souveraineté régionale. Et je vais expliquer un peu tous ces éléments. Alors, concernant donc le premier axe qui est stabilité et résilience, l'un des premiers points que nous avons eu à porter et à mener, ça a été le soutien au prix des produits de première nécessité, des produits de première nécessité. Nous avons doublé la compensation, qui était de 16 milliards, on est passé à 32 milliards de dirhams, pour veiller à ce que les prix d'un certain nombre de produits essentiels qui étaient subventionnés dans le cadre de la compensation, qui sont le prix du gaz, pour que la bonbonne de gaz reste à 40 dirhams au lieu de passer à 140 dirhams, pour que également le prix du sucre ne double pas, que le prix de la farine n'augmente pas de manière sensible. On a mis 10 milliards de dirhams pour maintenir le prix donc de la farine et par conséquent le pain pour qu'il reste à 1,20 dirham au lieu de passer à 2 dirhams. Et nous avons également donc introduit ce qu'appellent certains le bouclier, je dirais, énergétique, électrique dans notre cas, et qui a été le fait de maintenir les prix de l'électricité stables au moment où ils ont augmenté de 70%, de plus de 100% dans un certain nombre de pays, puisque le prix du charbon avait largement quadruplé, voire quintuplé pendant une période, et qui est l'essentiel en fait de source de production d'électricité, Monsieur le ministre de l'Énergie le sait, donc au niveau de notre pays. Donc là, nous avons considéré qu'il était essentiel d'agir pour pouvoir faire en sorte à ce que, je dirais, ces produits ne connaissent pas une augmentation majeure et par conséquent qu'on n'affecte pas encore plus, je dirais, le pouvoir d'achat des citoyens. Nous avons également considéré qu'il était essentiel d'agir pour essayer de casser, je dirais, la transmission des effets inflationnistes. Comme vous le savez, nous avons une inflation importée à travers les produits des hydrocarbures, et cette inflation importée aurait pu avoir un impact beaucoup plus important. On a une inflation qui est autour de 6
6,5%, elle aurait pu être de 10-12% si on n'avait pas agi de la sorte. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons subventionné en fait le transport. Nous avons subventionné le transport en commun pour que le prix de l'autobus n'augmente pas. Nous avons subventionné le transport des voyageurs. Nous avons subventionné également, je dirais, le transport des marchandises pour éviter qu'il y ait une augmentation massive des prix au niveau des marchés et par conséquent réduire l'impact de l'augmentation donc des prix des hydrocarbures et donc de l'essence et du gazoil donc sur le citoyen et par conséquent réduire et limiter la transmission des effets inflationnistes liés à cette inflation importée. Nous avons également considéré qu'il était essentiel de subventionner les prix des livres scolaires publics au niveau du primaire et du collège pour qu'il n'y ait pas un impact majeur également pour la rentrée scolaire, pour la classe moyenne et pour les citoyens de manière plus globale. Et nous avons par ailleurs, pour essayer de renforcer encore plus la stabilité, mis 10 milliards de dirhams sur impulsion royale pour soutenir les agriculteurs qui ont subi de plein fouet les effets de la sécheresse et 1 milliard d'euros donc qui ont été donnés pour pouvoir soutenir les agriculteurs et notamment les petits agriculteurs pour faire face, je dirais, à cette sécheresse. Et puis, nous avons aussi veillé pour qu'il n'y ait pas de problème majeur à répondre à une problématique qui se profilait, et je dois dire que nous avons anticipé la sécheresse qu'on a connue, puisque dès le mois d'octobre, nous avons annoncé qu'il y avait un risque de sécheresse, et dès le mois de décembre, début décembre, nous avions signé un accord avec l'ensemble des régions concernées, à travers les différents bassins qui subissaient, je dirais, les effets de la sécheresse, pour pouvoir y faire face. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé des stations de dessalement. Casablanca va avoir la plus grande station de dessalement donc, du Maroc avec 300 millions de mètres cubes. Nous avons démarré déjà, grâce à l'Office chérifien des phosphates, le dessalement de l'eau pour Safi et également El Jadida, qui rentreront, je dirais, en exercice dès le mois de décembre et début mars pour El Jadida. Nous avons également trouvé des solutions alternatives au niveau de la région de l'Oriental, au niveau de la région du Tensif, de Marrakech, etc. Et nous avons aussi mis en œuvre la station de dessalement d'Agadir au mois de février. Et aujourd'hui, le Souss n'a pas de problème, alors que, vu la pluviométrie et le niveau, le faible, je dirais les barrages, aujourd'hui, on a moins de 4 milliards de mètres cubes. Je vous donne une idée, alors qu'on a une capacité de 19 milliards de mètres cubes. Et tout ça, évidemment, nous a permis, sans parler évidemment des camions-citernes, et nous avons ramené l'eau à 2 700 000 personnes tous les jours pour qu'ils aient de l'eau à boire. Et ça, évidemment, ça rentre dans le cadre de la stabilité et dans le cadre aussi de répondre aux besoins des citoyens en matière d'eau, qui est un besoin essentiel et important. Évidemment, cela s'est fait également dans le cadre aussi de cet arbitrage qu'on a dû faire entre agriculture et également eau potable. À côté sans parler évidemment, dans le cadre de ces effets et de ces mesures que nous avons prises, nous avons aussi considéré qu'il était essentiel de ne pas se limiter à soutenir, je dirais, les prix. Nous avons considéré qu'il était essentiel aussi de donner du revenu. Comment on va donner du revenu? D'abord en augmentant le salaire minimum au niveau de la fonction publique, mais aussi au niveau du secteur privé, qui a été augmenté le SMIC de 5% cette année et de 5% l'année prochaine en septembre. L'augmentation du SMAC, donc le salaire minimum agricole, de 10%. Et nous avons également, et c'est ce que nous allons faire dans le cadre de cette loi de finances 2023, nous allons baisser l'impôt sur le revenu pour pouvoir, je dirais, soutenir le pouvoir d'achat de l'ensemble des classes de la société, notamment des classes moyennes. Et nous allons également élargir la part exonérée pour augmenter l'exonération pour qu'un ménage ou un citoyen qui touche
l'équivalent de 450 € puisse être exonéré d'impôts. Et à côté de cela, nous avons également considéré qu'il était essentiel dans le cadre de cette action, en plus de l'amélioration également des revenus, d'agir sur un axe important qui est la création d'emplois. D'abord, il faut rappeler, et ça c'est quelque chose d'important, c'est que nous avons veillé à maintenir la stabilité du cadre macroéconomique. C'est-à-dire que nous avons augmenté nos dépenses de compensation sans pour autant, je dirais, aggraver le déficit. Même le déficit va être plus faible que ce que nous avions prévu. Et nous avons fait cela grâce à l'amélioration des recettes fiscales, qui ont été importantes, liées au bon comportement de l'impôt sur les sociétés en particulier, et liées aussi à la TVA, grâce à la TVA importée. Mais il faut rappeler que cette TVA importée, les recettes de la TVA importée en matière énergétique, a été réorientée vers l'aide aux transporteurs et une partie vers la caisse de compensation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons bénéficier d'une réduction du compte de déficit public. Nous allons bénéficier aussi d'une réduction du compte courant grâce à l'OCP, ses exportations, et à l'automobile qui continue également son développement, et également les autres secteurs des produits agricoles également, voilà, et industriels, et des services, et le tourisme qui a repris, qui a aidé aussi à maintenir nos réserves de change à 6 mois d'importation de biens et services dans un contexte aussi compliqué que nous sommes en train de vivre. Mais au-delà de ces éléments, je voudrais ajouter un point. C'est qu'il est important d'agir pour améliorer le revenu de ceux qui ont un emploi. Mais il est aussi important de préserver l'emploi. Et donc nous avons soutenu la petite et moyenne entreprise pour qu'elle maintienne en fait ses emplois grâce aux appuis et au prolongement des crédits relance, etc. Et nous avons pris des mesures, notamment pour les secteurs du bâtiment, travaux publics, pour pouvoir permettre à ces entreprises d'ajuster les prix. Et je tiens à vous dire, pour ceux qui sont dans le secteur, c'est que nous révisons les prix tous les 15 jours. On n'a jamais atteint ce rythme, c'était tous les 2 mois, tous les 15 jours, pour pouvoir avoir un ajustement également des marchés publics. Et nous avons décidé de leur donner la possibilité de prolonger de 6 mois, je dirais, la réalisation des marchés, sans qu'ils ne paient aucune pénalité. Et nous avons aussi, on leur a permis de récupérer leur caution provisoire pour qu'ils puissent aussi bénéficier du financement. Donc, au-delà de ce qui a été fait également pour la petite et moyenne entreprise, je vous parlerai aussi de ce que nous sommes en train de faire avec le décret sur les marchés publics qui sortira le mois prochain. Nous avons, à côté de cela, et ça c'est un élément important, mis l'accent sur l'emploi. En maintenant l'investissement. On a augmenté nos dépenses de compensation et pour autant l'investissement est resté au même niveau. Pire, nous avons veillé à accélérer le rythme d'exécution des dépenses d'investissement de l'État, qui a augmenté de manière, une augmentation à 2 chiffres, ce qui montre véritablement qu'il y a une volonté majeure de la part de l'État de soutenir l'emploi à travers ces investissements publics et en même temps de répondre aux attentes des populations au niveau des infrastructures et au niveau des autres types d'investissements tels que les zones industrielles, etc., etc. Et à côté de ça, nous avons lancé le programme AORACH. Le programme AORACH, il faut être clair, c'est 125 000 personnes qui vont en bénéficier cette année et 125 000 personnes l'année prochaine. C'est sur 4 mois. L'idée, c'est surtout d'aider, de donner une bouffée d'oxygène à nos jeunes qui se retrouvaient sans emploi. Sans parler, bien sûr, du programme Força, pour aider les jeunes à créer leur propre entreprise, et Intelaka qui continue de pied ferme pour pouvoir répondre en fait à cette volonté, cette envie de création d'emplois parmi les jeunes. Et aujourd'hui, il faut le dire, les 6 premiers mois ont été particulièrement, je dirais, générateurs d'emplois, puisque au niveau des secteurs autres que l'agriculture, nous avons généré plus que 240 000 emplois en 6 mois. Et vous vous souvenez que dans le programme
gouvernementale, on parlait d'1 million d'emplois sur les 5 ans. Donc aujourd'hui, en tout cas, pour les 6 premiers mois, on est sur la bonne voie pour poursuivre dans ce cadre-là. Et en intégrant les pertes d'emplois dans le domaine agricole, on est à plus 130 000 emplois, donc au cours des 6 premiers mois. Et bien sûr, le taux de chômage a baissé de ce fait. Alors, donc ça c'est le premier axe, stabilité et résilience pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir, en fait, pour être clair, c'est soutenir la demande intérieure pour veiller à ce que la croissance endogène ne connaisse pas un affaissement, d'autant plus qu'elle a subi, je dirais de manière forte, la crise du Covid, où le monde s'est arrêté, le Maroc aussi, pendant une période, et il fallait en aucune manière, je dirais, qu'on se retrouve dans une situation où on casse la dynamique qui avait démarré en 2021. Le deuxième élément clé, c'est l'équité et la solidarité. Et en matière d'équité et de solidarité, moi je voudrais revenir à un sujet qui a été porté par le souverain et que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est la protection sociale. Et je voudrais expliquer en quoi cette réforme est révolutionnaire pour le pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de généraliser l'assurance maladie obligatoire pour tous les citoyens. Et mieux que ça, nous nous inscrivons dans une véritable logique d'égalité. Pourquoi égalité? Parce que tous auront la caisse, en fait, seront affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et par conséquent, ils auront accès au même panier de soins. Vous savez qu'une grande partie de la population n'avait pas d'assurance maladie. Aujourd'hui, ils vont l'avoir et en plus, ils vont avoir le même panier de soins et même plus que ça, ils vont pouvoir aller au public ou dans le secteur privé pour se faire soigner. Et donc, l'accès aux soins devient une réalité. Et c'est une véritable révolution. Ça prendra du temps en termes d'exécution, mais aujourd'hui, le fait est là. Nous aurons, dès cette année, 18 millions de personnes qui vont accéder à la sécurité sociale et on va arriver à 22 millions l'année prochaine. Donc, ce qui va constituer un changement important. Et vous le savez, c'est aussi un revenu indirect qui est donné aux citoyens parce qu'il y aura une prise en charge de 100%, 80%, 60% des frais de santé, alors que certains payaient 100% de leur poche et certains s'endettaient pour se faire soigner. Et ça, en soi, c'est un changement majeur. Mais à côté de ça, moi, je voudrais parler aussi d'un autre point et qui rentre dans le cadre de la généralisation de la protection sociale, c'est la généralisation des allocations familiales qui va se faire l'année prochaine, 2023, fin 2023. Et là, je voudrais qu'on prenne le temps de comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, on avait un tiers de la population qui avait droit à les allocations familiales pour pouvoir protéger leurs enfants, les soutenir. On a Madame la ministre qui est parmi nous aujourd'hui et qui est quelque chose d'important. Uniquement les salariés du secteur public et les fonctionnaires donc de l'administration et du secteur privé, les salariés du secteur privé et les fonctionnaires du secteur public ou salariés. Aujourd'hui, toute la population va avoir accès à cela. Et donc, tous les ménages vont avoir droit à un minimum de rentrée stable. C'est-à-dire que les agriculteurs qui attendent en fait la moisson pour avoir un revenu vont pouvoir avoir un revenu mensuel. Ils vont avoir droit à avoir aussi, je dirais, un compte bancaire. Ils vont pouvoir commencer à programmer leurs dépenses. Ils vont pouvoir payer leur eau et leur électricité. Ils vont pouvoir aussi, je dirais, donc faire en sorte à ce que leurs enfants aillent à l'école, puissent bénéficier des soins sanitaires, etc., etc. C'est le cas j'ai parlé des agriculteurs, mais c'est le cas aussi donc des artisans, c'est le cas aussi de nos amis commerçants, etc., etc. Et donc, ça c'est un changement qui est radical, puisque ça sera un minimum, avec 2 enfants, on aura un minimum de 300 dirhams par mois, et qui permet véritablement, de combattre la pauvreté de manière certaine, et deuxièmement, surtout, de les intégrer dans la sphère économique pour être, je dirais, des consommateurs et en même temps agir dans le sens du soutien à la demande. C'est 16 milliards de dirhams par an qui vont être versés pour les citoyens
pour qu'ils puissent avoir un minimum de rentrée. Et même les ménages qui n'ont pas d'enfants vont avoir ils vont avoir un minimum de revenus grâce à ce mécanisme. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique aujourd'hui, et ça c'est un point parce qu'on souffrait toujours de cela, et ce qu'on est en train de souffrir cette année le montre pleinement, c'est que quand on a une mauvaise année agricole, nous avons une perte importante de revenus du monde agricole et par conséquent une perte importante de la demande et qui impacte largement notre croissance économique. On a réduit la vulnérabilité parce qu'il y a eu une diversification au niveau de l'agriculture où on ne dépend plus que de la céréaliculture et c'est ça qui nous a permis de réduire sensiblement la part de la céréaliculture dans la valeur ajoutée agricole qui est aujourd'hui que 20% alors qu'elle représentait plus de 60% par le passé. Mais en plus, aujourd'hui, avec cette aide directe, et il y aura un registre social unique dans ce sens, conformément aux orientations royales, on va permettre de maintenir un minimum de consommation au niveau du monde rural. Parce que le monde rural, 80% dépend des revenus agricoles. Aujourd'hui, ça sera un revenu qui sera stable, assuré. Et par conséquent, cela permettra de réduire largement l'impact des années de sécheresse sur notre économie et donc sur la croissance et par conséquent sur l'emploi au niveau du pays. Sans parler bien sûr du fait que ça aidera aussi à répondre à notre attente toujours au niveau de notre parti qui défend l'égalitarisme social et économique et ce qu'on appelle l'économie sociale de marché, n'est-ce pas mon ami Antonio Lopez, c'est qu'on va aussi répondre à donner un minimum finalement de dignité pour ces citoyens qui ont besoin de ce soutien pour pouvoir, assurer un minimum leurs besoins. À côté de ces éléments donc liés à l'équité, à la solidarité à travers la protection sociale, je tiens à dire en parlant de solidarité entre guillemets, entre parenthèses, c'est que nous avons remis en place la contribution de solidarité pour les grandes entreprises et la fameuse taxe sur les super-profits dont tout le monde parle aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, nous on l'a faite en octobre dernier. Et aujourd'hui, en fait, cette taxe, c'est elle qui nous permet de financer la protection sociale, en tout cas en partie. Et cette généralisation. Et que nous allons poursuivre sur cette voie pour pouvoir donc d'abord la maintenir tout au long de cette législature, mais en plus de cela, nous allons aussi veiller à ce qu'il y ait, une imposition qui soit encore plus dans le sens de la progressivité pour pouvoir répondre également à cette attente et assurer cette solidarité qui est nécessaire donc au niveau des différents, sans parler bien sûr de l'élargissement de l'assiette qui rentre aussi dans ce cadre-là. Mais à côté de ces éléments, moi je voudrais parler aussi d'un autre grand axe que nous avons, c'est celui de la réduction des disparités territoriales. Et je dois dire aujourd'hui, pour être clair, que la charte d'investissement qui est en cours de discussion aujourd'hui au Parlement s'inscrit parfaitement dans cette logique. Pourquoi elle s'inscrit dans cette logique? Parce qu'elle a intégré, en plus du soutien, au secteur d'activité, le soutien de l'investissement dans les territoires, et notamment dans les territoires les plus reculés. Et mon ami Riyad, ici présent, s'il met une zone industrielle aujourd'hui dans une zone reculée, comme par exemple Figuig, il aurait un mal fou à amener des gens investir là-bas. Par contre, s'ils ont des avantages beaucoup plus importants, il y a des chances que certains investissements puissent s'installer là-bas. Surtout aujourd'hui, j'ai parlé de Figuig parce que nous allons avoir le port Nord-Ouest qui va démarrer en 2024 et qui a un certain nombre d'opportunités qui s'offrent donc autour de la région et qui permettrait de créer une véritable dynamique en termes d'export pour monsieur le président de l'association des exportateurs pour pouvoir aujourd'hui avoir cette diversification territoriale de nos investissements parce que la nouveauté qu'il y a eu, c'est que nous n'avons pas été dans une logique de soutien, aux régions, nous sommes allés dans le soutien aux provinces pour faciliter en fait cette dynamique et toute une carte va voir le jour aussi pour pouvoir définir où se trouveront les futures zones industrielles et la loi est en cours de discussion aujourd'hui. Ces zones industrielles vont être durables et vont répondre aux critères de l'Union européenne pour assurer
qu'ils répondent en fait aux normes donc environnementales donc à l'avenir, et donc l'efficacité hydrique, l'efficacité énergétique, la réutilisation des eaux usées s'inscrivent dans le cadre de cette logique, n'est-ce pas, Madame la Directrice? Donc nous sommes dans cette dynamique pour pouvoir faire en sorte à ce qu'on puisse aussi assurer un droit, le droit à l'investissement et le droit à l'emploi dans les zones reculées du Royaume. À côté de ces éléments dont j'ai parlé, donc équité et solidarité, moi je voudrais revenir sur un troisième point, et le souverain en a parlé de manière assez forte, c'est le besoin d'avoir les stocks stratégiques. Il en a parlé en octobre, et on a vu, juste après avec la guerre en Ukraine, le besoin finalement de renforcer cela. Et en fait, dans ce cadre-là, il y a bien sûr tout ce qui a trait, je dirais, à la souveraineté sanitaire. Aujourd'hui, dès le mois de novembre, nous allons commencer à produire des vaccins contre le Covid, mais aussi d'autres types de vaccins au Maroc, et qui serviront également pour le continent africain. Nous avons également développé la souveraineté industrielle, qui constitue un élément essentiel pour pouvoir donc renforcer nos capacités de répondre aux besoins du marché, tout en développant la création d'emplois au Maroc au lieu d'importer. Et il y a eu beaucoup de reconversion, de substitution de l'importation par la production locale. Et nous avons des capacités qui pourraient, selon Monsieur le ministre, dépasser les 200 et quelques mille emplois, pour ne pas dire 260 000, c'est ça, 260 000 emplois grâce à cela, et qui montre aussi, je dirais, la dynamique du secteur privé marocain qui s'inscrit dans cette logique de banque de projets qui vient d'être signée hier, où la partie également sanitaire a été intégrée, parce qu'avec le volet concernant la protection sociale et l'assurance maladie obligatoire, nous allons avoir besoin de médicaments, et il serait intéressant qu'on puisse développer et produire ces médicaments ici. Je voudrais également parler de la souveraineté énergétique. Et dans le cadre de cette souveraineté énergétique, évidemment, je voudrais revenir sur un épisode qui a été assez, je dirais, important, et qui montre l'intérêt d'avoir cette capacité de se repositionner, de s'adapter. Et je vais l'expliquer. Nous avons nous avons ce fameux gazoduc Maghreb-Europe qui passe par le Maroc, et nos voisins algériens ont décidé de ne plus l'utiliser et de ne pas nous vendre du gaz, ce qui est interdit par l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons réussi, grâce à l'appui de l'Espagne, de réinverser en fait ce gazoduc, de telle sorte qu'aujourd'hui, on importe du gaz par l'Espagne, et qui vient des États-Unis, c'était la première livraison, mais qui peut venir du Qatar, qui peut venir d'un certain nombre de pays. Et nous sommes en train de préparer une barge flottante à Mohammedia pour avoir un autre accès aussi pour nos futures livraisons de gaz. Ce qui montre aujourd'hui que nous avons veillé à assurer la sécurité énergétique de notre pays en développant, je dirais, de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités en la matière. Je voudrais également citer un deuxième point qui est essentiel, évidemment, c'est la souveraineté alimentaire. La souveraineté énergétique, je vais revenir aussi sur l'objectif qu'on s'est fixé d'atteindre plus de 50% en fait de notre capacité installée au Maroc qui proviendrait des énergies renouvelables. Et donc nous agissons fortement dans ce sens, sans parler évidemment des projets d'hydrogène vert. Et puis, il y a lieu également de parler de la souveraineté alimentaire avec un effort qui a été fait, et nous sommes en train de revoir la stratégie, je dirais, Green Generation, génération green, et qui, en fait, pour intégrer en fait les contraintes en eau, et vous avez vu la dernière disposition qui a été prise par le gouvernement de ne plus subventionner la culture de l'avocat ou d'autres, je dirais, productions consommatrices d'eau de manière excessive. Et aussi, évidemment, nous nous inscrivons dans une logique
qui est essentiel dans le cadre de ces trois éléments, qui est aussi la souveraineté régionale. Et là, je vais l'expliquer. Aujourd'hui, le Maroc et le souverain considèrent qu'il est très important qu'on puisse jouer un rôle essentiel pour l'émergence de l'Afrique et pour répondre aussi aux problématiques majeures que connaît l'Europe. Et dans ce cadre-là, nous nous inscrivons dans une logique d'être part de la solution pour la sécurité énergétique européenne à travers le gazoduc dont a parlé mon ami Antonio Lopez, donc le gazoduc Nigeria-Maroc qui va arriver jusqu'en Europe à travers le gazoduc Maghreb-Europe. Nous avons également l'hydrogène vert, où le Maroc se situe parmi les 6 pays les mieux positionnés pour avoir le prix le plus bas en matière d'hydrogène vert grâce à nos capacités que nous avons au niveau de l'énergie éolienne et l'énergie solaire, mais également grâce aux ports que nous avons qui donnent la possibilité d'exporter et au gazoduc que nous avons également avec l'Europe. Et puis, dans ce cadre-là, tout ce qui a trait aussi à ce qui a trait aussi aux énergies renouvelables. Mais je voudrais rappeler, ça c'est pour l'Europe, mais aussi pour l'Afrique, parce que le gazoduc Nigeria-Afrique, contrairement à l'autre type de gazoduc qui est en cours de discussion, c'est un gazoduc qui a un effet développant, puisqu'il touche 13 pays de la CEDEAO et qui touche 400 millions de personnes. 400 millions de personnes qui, grâce à ça, vont avoir l'électricité. 400 millions de personnes où on pourra développer des industries au niveau de ces pays et le Maroc peut jouer un rôle important pour les intégrer dans les chaînes de valeur mondiale. 400 millions de personnes qui vont pouvoir vivre mieux grâce à ce gazoduc. Et à côté de cela, nous agissons également dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il faut savoir que le Maroc a augmenté sa production d'engrais pour pouvoir répondre à 1 200 000 de tonnes, 1 200 000 tonnes supplémentaires, mais on va aller au-delà pour répondre aux besoins mondiaux, puisque les prix ont explosé au niveau mondial depuis qu'il y a eu le boycott de la Russie au niveau des engrais. Mais nous avons donné 500 000 tonnes, soit sous forme de dons, soit sous forme je dirais, d'engrais au prix de base du coût de production pour les pays africains, pour les aider à supporter cette hausse massive et leur permettre aussi de maintenir leur agriculture et de maintenir leur population sur place grâce à cette aide et à ce soutien. Sans parler que nous avons investi en Éthiopie et également au Nigeria 6 milliards de dollars dans le cadre de l'OCP pour pouvoir produire en fait avec l'ammoniac, produire en fait ces engrais pour l'Afrique, pour pouvoir assurer cette sécurité alimentaire en Afrique, sans parler de ce qui se fait pour organiser les petits agriculteurs africains dans le cadre de l'initiative AAA qui continue, qui avait été lancée dans le cadre de la COP22 et qui vise véritablement à améliorer les revenus des petits agriculteurs du continent et en même temps, c'est un élément essentiel, maintenir cette population pour éviter une émigration massive vers le Maroc, mais aussi vers l'Europe. Et dans ce cadre-là, on voit bien que le Maroc joue un rôle important et stratégique en tant que d'abord modèle ayant réussi dans la zone de la rive sud de la Méditerranée à asseoir une véritable démocratie, parce que c'est un processus démocratique qui a démarré dès l'indépendance, qui a connu des étapes malheureuses, heureuses, mais aujourd'hui, nous avons fait le pas important pour asseoir en fait cette démocratie. Nous avons eu la deuxième alternance depuis la nouvelle Constitution. Et deuxième élément, et par les urnes, et ça a été un élément très important, et mon ami Antonio Lopez me le rappelait, que le seul pays qui a réussi à cela, ça a été évidemment le Maroc en la matière. Deuxième élément, face au régime autocratique que nous avons autour de nous et à la montée de l'autocratisme qui existe malheureusement dans le monde, deuxième élément, c'est que nous agissons en faveur de la paix et de la stabilité dans la région et nous agissons également en faveur de la prospérité du continent africain et de l'émergence de ce continent, sans parler bien sûr de notre
choix stratégique d'être un allié stratégique de l'Union européenne pour pouvoir, je dirais, continuer à arrimer en fait le continent africain à l'Europe, mais aussi à renforcer les liens que nous avons avec les États-Unis et avec un certain nombre de grandes puissances mondiales. Je voudrais conclure sur un point, et ça c'est un choix stratégique que nous avons fait. On ne peut pas vraiment répondre à toutes les attentes, d'autant plus dans un climat de crise internationale qui affecte évidemment notre pays. Mais nous avons considéré qu'il était essentiel de mettre l'accent sur certains axes prioritaires. Le premier, ça a été évidemment l'éducation. Nous avons considéré qu'il est essentiel de gagner et de mener à bien la réforme de l'éducation, et aujourd'hui nous sommes en train de négocier avec les syndicats donc un nouveau statut de l'enseignant pour introduire la notion de productivité, la notion d'efficacité, la notion de renforcement des capacités des enseignants et évidemment d'amélioration de la pédagogie, d'introduction du numérique pour pouvoir faire en sorte à ce que nos enfants puissent être au rendez-vous avec l'histoire et avec les besoins que nous sommes en train de créer grâce à la dynamique économique que connaît le pays. Deuxième priorité, c'est la santé. Et aujourd'hui, la santé, en fait, on vient avec une nouvelle logique et une réforme majeure. Nous avons augmenté de 30% les salaires dans le secteur de la santé pour d'abord améliorer l'attractivité dans le secteur public et aussi, il faut le dire, malheureusement, nous avons 600 médecins par an qui vont en Europe et donc il y a besoin de les maintenir dans notre pays en leur offrant des capacités et des possibilités d'agir dans leur pays et d'améliorer aussi leurs revenus et se projeter dans l'avenir. Mais nous avons aussi, à côté de ça, introduit, dans le cadre de ce qu'on a appelé l'équité, introduit la notion de régionalisation de l'acte de décision en matière de politique sanitaire, pour faire en sorte à ce que, dans chaque région, qu'on ait un centre hospitalier universitaire qui pilote toutes les, toutes les actions en matière de santé au niveau de la région et qui assure les liens avec les autres établissements de santé, qu'il s'agisse d'hôpitaux provinciaux, régionaux ou des centres de santé, etc. Et puis, à côté de ça, évidemment, nous avons donc mis en place une agence des médicaments pour assurer aussi une meilleure gestion des médicaments et faire en sorte à ce qu'on puisse être au rendez-vous avec cette réforme majeure. Et le troisième grand axe, évidemment, j'en ai parlé déjà, c'est la protection sociale, et c'est cet état social dont on parle pour pouvoir veiller à ce qu'on puisse avoir une véritable citoyenneté et que les droits qui sont inscrits à la Constitution, comme le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à une vie meilleure, soient une réalité, la dignité pour tous, et je vous remercie.